On a eu un rebond relativement rapide de l'économie, même si l'économie chinoise a beaucoup souffert du ralentissement de la demande mondiale dont elle dépend beaucoup. C'est la seule économie dans les pays du G20 qui va avoir une croissance positive. Le contrôle de l'épidémie en Chine s'est effectué d'une manière plus rapide que dans certaines autres parties du reste du monde. On a vraiment imposé aux gens de ne pas sortir. Les restrictions fortes de confinement, en fait, se sont limitées à une province et c'était pas en fait une disruption de l'économie au niveau national. Donc au minimum vraiment d'activité économique en Chine qui a été atteint en février, on a en fait une activité qui est à peu près 40-45% plus faible que la normale, alors que dans certains pays en Europe, par exemple, on a atteint des minimums à moins 80%. Le gouvernement a fait une politique économique ciblée. L'objectif, ça a plutôt été de limiter le chômage, parce que ça, c'est un point extrêmement important pour la stabilité économique de la Chine et la stabilité politique et sociale. Le gouvernement central a fait des transferts vers les gouvernements locaux pour les aider à soutenir les entreprises. Alors, il y a quand même eu aussi des mesures monétaires, notamment un assouplissement de la politique des réserves obligatoires. On a essayé de faciliter le plus possible l'accès au crédit. Le côté un petit peu centralisé, le rôle que jouent les entreprises d'État a pu être bénéfique pour redémarrer en fait la machine. Il faut bien voir que ces éléments qui expliquent la reprise de la Chine reposent sur des éléments qui étaient antérieurs à la pandémie. C'est le fait, par exemple, que le e-commerce soit très développé en Chine, que les paiements en ligne soient très développés, qu'il y ait un système de livraison très rapide, très peu coûteux. La croissance chinoise va baisser dans les années à venir. Je pense que c'est quelque chose qui ne pourra pas être évité. J'estime que la croissance à long terme, en moyenne d'ici 2030, pourrait être entre 3,8 et 4,6%. Vous avez parlé de la demande intérieure. Je pense que c'est effectivement un sujet qui est très important pour les décideurs politiques chinois. Parce qu'il faut rééquilibrer l'économie. La consommation en Chine en 2019 représentait à peu près 39% du PIB, ce qui n'est pas très élevé. Et donc, il y a une marge de manœuvre qui est relativement importante. Le gros problème de relance de la consommation, c'est qu'en Chine, il n'y a pas d'État-providence. Et beaucoup de ce qui sont des services publics dans d'autres pays européens, par exemple, comme la santé ou l'éducation, eh bien, coûtent cher en Chine. Donc, c'est un levier de croissance à condition de développer la politique sociale. Ce développement de la demande intérieure, les décideurs politiques chinois souhaiteraient qu'elle soit fournie et ce soit plutôt des produits locaux, donc des produits d'entreprises chinoises. Donc ça, c'est un autre pan en fait de levier de croissance à long terme que la Chine considère. Tout ce qui est en fait améliorer la qualité des produits par des entreprises chinoises pour répondre à la fois à une demande intérieure qui s'upgrade et à la fois pour devenir plus compétitif à l'étranger. On parle aussi en Chine de autonomie technologique pour éviter en fait de rendre les entreprises chinoises et l'économie chinoise vulnérables à des chocs extérieurs. Et puis, il y a sa stratégie internationale. On a vu cette année que le surplus commercial extérieur chinois restait relativement important. Elle a profité de la faiblesse des économies occidentales en raison de la pandémie pour maintenir son commerce extérieur, mais sa stratégie évolue. Alors on sait que le projet des routes de la soie a été un peu revu à la baisse, mais il existe toujours. Et puis, elle a une stratégie de diplomatie économique importante avec les pays émergents, avec les pays en développement, notamment avec les pays en développement d'Afrique. Alors effectivement, vous avez parlé de la dette, c'est un des grands défis. Déjà avant la crise de la Covid-19, si on prend donc cet endettement total, on était déjà à environ 250-260% du PIB. C'est particulièrement l'endettement des entreprises privées et l'endettement des gouvernements locaux. Maintenant, les décideurs politiques, à mon avis, jugent que la reprise de l'économie chinoise étant devenue un petit peu plus équilibrée, ils peuvent se permettre de retirer un petit peu le soutien politique, budgétaire et monétaire. Le défi démographique est un des principaux défis que la Chine
devra relever. La Chine a un vieillissement important de sa population. La politique de l'enfant unique a été assouplie en 2013. C'est trop tard et elle n'est pas efficace, cette politique. Ça coûte très cher d'avoir un deuxième enfant. Il n'y a pas un taux de fécondité suffisant pour qu'il y ait un renouvellement de la population. Vous avez parlé des tensions avec les États-Unis. En Chine, dès 2018, il y avait cette perception que les tensions continueront au-delà d'un mandat ou de même deux mandats à l'époque, on ne savait pas, de M. Trump. Justement, ce dont on parlait, l'autonomie technologique, s'inscrit très clairement dans ce contexte. On sait que dans des secteurs comme les semi-conducteurs, par exemple, elle est extrêmement dépendante des États-Unis. Et donc, l'objectif du gouvernement, c'est de construire une innovation nationale pour être moins dépendante des pays étrangers. Un autre point important, ce sont les entreprises d'État. Elles soutiennent la croissance puisque c'est un levier pour le gouvernement pour mettre en place sa politique industrielle et sa politique économique, mais beaucoup encore sont inefficaces. Et d'une façon générale, la Chine ne réussit pas à améliorer le niveau de sa productivité.